Lorsque Napoléon franchit les Alpes à la tête de son armée, il somme aussitôt les États italiens qu'il conquiert de lui remettre les œuvres d'art qui font la fierté de la péninsule. L'objectif est clair, réunir les plus grands chefs-d'œuvre de l'art à Paris. Ces pillages, que l'on nomme généralement les spoliations napoléoniennes, furent perpétrés à grande échelle de 1797 à 1815. Ils comprenaient non seulement des œuvres picturales ou sculpturales, mais également des éléments architecturaux, des biens archéologiques, des archives et des bibliothèques, voire même des collections numismatiques ou minéralogiques. Selon l'historien Paul Vescher, les pillages napoléoniens représenteraient tout simplement le plus grand déplacement d'œuvres d'art de l'histoire. Un pillage sans précédent de l'art et du patrimoine européen, plutôt surprenant de la part de la jeune République française qui se voulait la patrie des arts et du génie, mais également des libertés et de l'égalité sacrée. Un pillage pas si surprenant que ça, au final, puisque c'est ce que les Français faisaient systématiquement avec les pays occupés depuis près de 2 décennies. C'est le cas donc en Italie, raison pour laquelle nombre d'Italiens gardent encore, aujourd'hui, une certaine rancune envers Napoléon. Bien que pendant les 2 années qui ont suivi la chute de Napoléon, la récupération des pièces se soit poursuivie, et malgré les ordres donnés par le Congrès de Vienne, on estime que seule la moitié du montant total pillé a été restitué, ce qui a atteint des proportions colossales, d'autant plus que l'Italie n'a pas été la seule victime. En effet, lorsque l'armée française envahit les pays depuis plus de 20 ans, en l'occurrence depuis 1794, elle a pris l'habitude de s'emparer du patrimoine de chacun d'entre eux, comme un droit de conquête, et suivant les préceptes des Lumières sur l'utilité publique de l'art, concrétisé par le décret Chaptal sur l'instruction publique de 1801, déjà appliqué dans la France révolutionnaire, avec des expropriations de privilégiés ou bien la création de musées, souvent il est vrai pour protéger les biens contre le vandalisme populaire. Dominique Vivant-Denon, expert en art, surnommé l'œil de Napoléon, parcourait en ce sens les territoires occupés, tels que l'Italie, les Pays-Bas, l'actuelle Allemagne ou bien l'Autriche, en sélectionnant les œuvres à emporter, comme il le fit également en Égypte, avec la pierre de Rosette et le sarcophage de Nectanebo II. Il signale aussi d'autres pièces, comme les fresques du tombeau de Tétiki, ou bien le zodiaque de Dendera, découvert lors de l'expédition d'Égypte en 1798. C'est également lui qui décide de ce qui sera transporté au Louvre, rebaptisé Musée Napoléon, ou bien dans d'autres collections plus modestes en France. Tout commence durant l'année 1795, dans la République batave, un État satellite de la France, créé sur les anciennes Provinces-Unies, lors d'une commission dirigée par les artistes et collectionneurs Jacques-Luc Barbier-Valbonne et Jean-Baptiste Vicard, élargi par la suite à d'autres membres, sélectionne 200 tableaux, 5000 documents et autres pièces, notamment le sarcophage de Proserpine, dans lequel Charlemagne aurait pu être enseveli en 814, ou bien les colonnes de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, pièces inestimables dont certaines seront perdues à jamais lors de leur découpage. L'année suivante, c'est au tour de l'Italie, où Vicard et d'autres créent également une commission et s'appuient sur divers décrets qui aboutissent au traité de Campo Formio de 1797, auquel s'ajoutera plus tard le traité de Tolentino pour Pérouse, Ravenne, Rimini et Pesaro, et au traité de Presbourg de 1805, par lequel les œuvres d'art de la République de Venise et de l'Empire autrichien deviennent françaises. Il en va de même pour Rome, Naples, la Toscane, Modène et Parme. De même, la Lombardie est transformée à son tour en un autre État satellite, la République cisalpine, ce qui facilite, là encore, l'usurpation de centaines d'œuvres. Raphaël, Bruegel, Carracci, Mantegna, le Pérugin, Véronèse, Cimabue, Giotto, Titien, Frangelico, etc. Les particuliers ne manquent pas alors, profitant des circonstances afin d'accroître leur collection, comme le mécène Giovanni Battista Somariva, mais aussi pour prospérer, à l'image du sculpteur et peintre italien Antonio Canova, qui en tant qu'inspecteur général des beaux-arts et antiquités de l'État pontifical, doit dresser un catalogue des peintures italiennes susceptibles d'être rapatriées en France, un poste lui permettant d'obtenir au passage des commandes de Napoléon, bien qu'il sera par la suite chargé de gérer la restitution de ces mêmes œuvres, ce qui lui vaudra en 1815 d'être anobli et fait marquis d'Ischia par le pape. Également au Vatican, les officiers napoléoniens ouvrent et saccagent les salles du pape, à la fois pour leur propre enrichissement, tandis que les œuvres en or et en argent sont fondues.
La bibliothèque privée du pape Pie VI est même par la suite achetée par le fonctionnaire Pierre Donou, et en 1809, la collection de marbre du prince Borghese est vendue à Napoléon sous la contrainte pour 8 millions de francs. Le prince n'obtiendra même pas toutes les sommes promises, puisqu'étant payé en terrain confisqué à l'église et en droit d'exploitation minière dans le Latium, terrain qu'il devra restituer par la suite à ses propriétaires légitimes. De même, le fameux Codex Atlanticus et d'autres documents de Léonard de Vinci, les manuscrits de la bibliothèque ducale de Modène, un millier de pièces de monnaie grecques et romaines, des centaines de camées et de pierres précieuses du palais ducal, des sculptures en bronze et des ornements du palais Farnèse prennent la route direction Paris. Et la liste ne s'arrête pas là, puisqu'à Venise, les chevaux de bronze de Saint-Marc, traditionnellement attribués à Lysippe, sculpteurs de bronze d'Alexandre le Grand, sont envoyés à leur tour dans la capitale française. Idem pour les noces de Cana, le célèbre tableau de Véronèse, coupé carrément en deux et envoyé au Louvre. L'arsenal de Venise subit également un démantèlement, les canons et les plus belles armures et les armes à feu étant envoyés en France, d'autres étant tout simplement fondus. Il était même prévu de découper la colonne Trajane pour la transférer, ce qui n'a heureusement pas été réalisé en raison de difficultés techniques et du coût de l'opération jugé trop élevé. Suite à la campagne d'Italie et d'Égypte, les événements s'enchaînent pour Napoléon, comme son couronnement ou bien la destruction de la flotte française et espagnole à Trafalgar, qui fait suite au refus du Portugal de fermer ses ports aux navires britanniques, le pays n'appliquant pas le blocus continental, ce qui conduit Napoléon à prendre la décision d'envahir le pays, ce qui nécessite au préalable de traverser l'Espagne. Le traité de Fontainebleau ouvre la voie à la grande armée qui, une fois les Pyrénées franchies, ne se contente pas d'avancer vers la frontière portugaise, mais s'installe carrément dans les villes espagnoles sur son passage, ce qui constitue une occupation de fait. Une occupation qui provoque très rapidement des remous dans la péninsule espagnole, avec notamment le fameux soulèvement d'Aranjuez, un soulèvement populaire qui s'est déroulé le 17 mars 1808, justement dans les rues de la localité d'Aranjuez, aujourd'hui faisant partie de la communauté de Madrid. Napoléon, prévoyant un climat hostile et durable, fait interner la famille royale à Bayonne, où il oblige tous les membres à abdiquer en sa faveur et proclame ensuite son frère Joseph roi. Enfin, le 2 mai 1808, le point de non-retour est atteint, le peuple madrilène se soulevant contre les envahisseurs et allumant une mèche qui devait se propager dans tout le pays, déclenchant la fameuse guerre d'indépendance espagnole. 6 longues années de conflits qui ont laissé l'Espagne dévastée, avec une saignée démographique, une économie complètement effondrée, des infrastructures détruites et une armée à moitié décimée. À cette liste de calamités va s'en rajouter une autre, à savoir le pillage du patrimoine espagnol. Des centaines d'œuvres d'art étant saisies par les commandants français et emportées en France. Sans parler de la dévastation d'autres éléments tels que les églises, les palais et même le tombeau du Cid, la sculpture du fameux guerrier castillan étant violée par des soldats français. À signaler qu'une partie de ce pillage s'appuie sur le décret royal du 18 juillet 1809, par lequel le nouveau souverain espagnol, en l'occurrence Joseph, le frère aîné de Napoléon, supprime les ordres religieux masculins, tout leur patrimoine devenant la propriété de l'État. Et c'est ainsi que toutes les peintures et sculptures conservées dans les monastères, les couvents et les palais sont confisquées, tout comme les nobles du royaume qui doivent remettre leur collection d'art en guise de punition. Partant du principe que l'art est d'utilité publique, le but de Joseph est de créer un grand musée national espagnol, sur le modèle de celui que Napoléon a créé au Louvre sous son propre nom. À cette fin, il commence à réunir les pièces dans le bâtiment qu'il a choisi à cet effet dès la fin de l'année 1809, à savoir le palais Buenaviste, qui avait appartenu à la maison d'Albe. Même si son intention était sincère, ce musée, qu'il nomme Joséphine, n'a jamais été véritablement organisé et n'était au final qu'un entrepôt. Pire encore, plusieurs fonctionnaires et officiels, comme le commissaire des Beaux-Arts Frédéric Quillet, se livrèrent au vol d'œuvres, ce qui conduira à sa révocation ainsi qu'à la création d'une commission chargée de la gestion du musée. Cet organe était justement composé de 3 Espagnols, le conservateur Manuel Napoli, ainsi que les peintres de cour Mariano Salvador Maella et le célèbre Francisco de Goya, ce dernier devant par la suite être remplacé par l'œil de Napoléon, comme dit précédemment, en l'occurrence Dominique Vivant, baron de Denon, qui ordonnera quant à lui l'expropriation de plusieurs centaines de tableaux.
un nombre au final bien plus élevé que prévu, et ce en guise de dédommagement de guerre. Une raison à cela, le nouveau souverain Joseph Ier avait pris la fâcheuse habitude de récompenser les efforts de ses collaborateurs en leur offrant des tableaux en cadeau. C'est le cas par exemple du maréchal Soult, qui va se comporter en véritable pilleur en Andalousie, s'emparant de près d'1 millier de tableaux sous forme de dons reçus, de réquisitions ou d'achats forcés. Se vantant des œuvres acquises à bas prix, Napoléon lui-même l'appelait le plus rapace d'entre les maréchaux, les Espagnols le surnommant tout simplement Napoladrone, ce jeu de mots étant la contraction entre Napoléon et ladrone que l'on pourrait traduire par voleur en français. Et pour cause, à la mort de Soult, en 1852, un inventaire de sa collection personnelle révélera qu'elle se composait encore de 111 tableaux espagnols, 22 italiens et 23 flamands et hollandais, sachant qu'il avait déjà vendu bon nombre de ses peintures à Louis XVIII lors de la Restauration. On retrouvait entre autres la fameuse Immaculée Conception de Murillo, une œuvre d'art qui sera vendue par les héritiers de l'officier à l'État français en mai 1852 pour 615 300 francs, une somme considérable pour l'époque. Mais Soult n'est pas le seul amateur d'art de la grande armée de Napoléon. Ainsi, Rubens et Rembrandt sont les peintres préférés du général Jean-Barthélemy d'Armagnac, alors que Joachim Murat, quant à lui, privilégie la peinture italienne, dédaignant les peintres espagnols tels que José de Ribera, Alonso Cano, Alonso Sánchez Coello, Francisco Pacheco ou bien Juan Fernández Navarrete, artistes hispaniques qui sont alors très peu connus dans le reste de l'Europe, mais qui ne le resteront pas bien longtemps. Et pour cause, ironie du sort, c'est justement suite à ce saccage qu'ils connaîtront la célébrité, rejoignant alors les Velázquez, Zurbarán et autres Murillo, qui seuls jusqu'alors étaient connus des amateurs d'art. Une seconde vie pour certaines œuvres, mais pas pour toutes malheureusement. En effet, en ce qui concerne par exemple le pillage des tableaux de Goya dans l'église de Torrero à Saragosse, eh bien le maréchal Lannes soutiendra pour sa défense qu'il s'agissait des troupes françaises, logées dans l'église, qui utilisaient les toiles pour se protéger des intempéries. Certes, les soldats ignoraient la valeur des œuvres d'art et les détruisaient parfois pour s'amuser ou bien même pour faire du feu afin de se réchauffer. Le musée Joséphine était censé mettre un terme à ce comportement, mais les choses n'ont pas fonctionné comme prévu en raison de la corruption, comme dit précédemment, et du manque d'autorité du frère de Napoléon aux yeux des militaires. C'est ainsi que s'accumula le fabuleux trésor qui ne se limitait pas à la peinture et à la sculpture, mais comprenait aussi des pièces curieuses telles que des ossements, drapeaux et armes, mais aussi des tapisseries, de la porcelaine, de l'orfèvrerie, des pièces archéologiques, des archives ou bien même l'argenterie des sacristies, à l'image des calices, ciboires, croix, encensoirs, ostensoirs et autres, qui ne seront jamais récupérés car ils étaient généralement fondus pour en faire des lingots plus faciles à transporter. Bref, c'est ainsi que près de 3000 pièces quittèrent l'Espagne pour Paris par convois successifs. Le plus célèbre de ces convois fut sans doute celui que le romancier espagnol Benito Pérez Galdós évoque dans l'un des épisodes nationaux El equipaje del rey José, en français les bagages du roi Joseph, une référence au butin énorme pris aux Français après la bataille de Vittoria. Toute la cour, Joseph Ier en tête, avait fui en effet Madrid, emportant avec elle une multitude de bijoux, d'or et d'œuvres d'art. C'est ainsi que des milliers d'attelages restèrent coincés dans la boue dans leur fuite vers Pampelune et firent l'objet de la rapine des vainqueurs. Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, retrouva un grand nombre d'œuvres d'art et Ferdinand VII, le roi espagnol, qui récupérait son trône spolié par Napoléon, lui en offrit énormément, en récompense pour son rôle joué pendant la guerre. Raison pour laquelle toutes ces œuvres d'art peuvent encore aujourd'hui être contemplées dans sa résidence d'Apsley House à Londres. Une résidence devenue un magnifique musée avec des chefs-d'œuvre tels que le Porteur d'eau de Séville de Velázquez. Cependant, les militaires français n'étaient pas les seuls à aller à la pêche aux œuvres d'art. Des civils comme le marchand d'art Jean-Baptiste Pierre Lebrun, le fils du propre arrière-petit-neveu du célèbre peintre de Louis XIV, mais aussi de nombreux autres amateurs d'art de différentes nationalités, comme le néerlandais William Gordon Queensveld, qui s'empara de tableaux pour le tsar Alexandre Ier, mais également l'écossais William Buchanan, dont le représentant en Espagne, un certain Wallis, obtint pour lui la Vénus à son miroir de Velázquez. Ces transactions se faisaient généralement par l'intermédiaire d'agents, ou bien en personne, au moyen d'achats directs, de ventes aux enchères, ou même carrément de vols, souvent avec la collaboration des propriétaires, contraints ou forcés. Quoi qu'il en soit, en 1814, l'Espagne libérée de l'occupation française et Napoléon exilé à l'île d'Elbe, la France est autorisée à conserver son butin pour assurer la stabilité politique de Louis XVIII. Les galeries du musée royal rebaptisées
étant un symbole de fierté nationale. Mais en 1815, après les 100 jours et la chute définitive du Premier Empire, les vainqueurs changent d'attitude et ne sont plus aussi compréhensifs, le Congrès de Vienne exigeant la restitution de tout ce qui a été volé. Les Français faisant la sourde oreille, un détachement britannique armé, organisé par le général Miguel Ricardo de Alava, ambassadeur à Paris, s'introduit même carrément au Louvre pour s'emparer des œuvres espagnoles, soit près de 300 tableaux et plus d'une centaine d'autres objets, qui sont déposés à l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando au cours de l'été 1816. Seuls quelques officiers français, tels que Soult, Sébastiani, d'Armagnac et Lejeune et d'autres, refusèrent de remettre ou de vendre leur butin personnel. Et il faudra attendre leur mort au milieu du siècle pour qu'ils soient vendus aux enchères et dispersés dans les musées de toute l'Europe. Les nombreuses conquêtes militaires de Napoléon ont permis d'alimenter une migration sans précédent d'œuvres d'art, dans le but d'établir un musée universel à Paris. Mais une grande partie de ce pillage colossal avait déjà servi au défilé militaire qui s'était déroulé sur le Champ de Mars à Paris les 27 et 28 juillet 1798 pour célébrer les victoires françaises. Sous le slogan « La Grèce les céda », Rome les a perdus, leur sort changea 2 fois, il ne changera plus, et ils sont enfin sur une terre libre, le 3e convoi de trésors arriva avec les chevaux de Saint-Marc, le Discobole, le Laocoon, la Vénus de Médicis, l'Apollon du Belvédère et bien d'autres choses, dont des collections de minéraux, la Vierge Noire de Lorette et même des animaux exotiques. À noter que les territoires du Saint-Empire romain germanique ne furent pas plus épargnés. 300 œuvres du Muséum Fridericianum, l'un des plus anciens musées publics d'Europe, 78 de Brunswick, 400 objets divers de Vienne furent saisis, en plus de 500 manuscrits enluminés sélectionnés par Stendhal lui-même, qui se plaindra plus tard, et avec une certaine hypocrisie, de devoir restituer, je le cite, « nos tableaux ». Au total, plus d'un millier de pièces provenant des villes citées et d'autres comme Berlin, Nuremberg et Potsdam. Le butin napoléonien est probablement le plus fabuleux de l'histoire, son coût au taux de change actuel étant juste incalculable. Au final, si un grand nombre d'œuvres d'art sont rendues, le piège napoléonien laisse un arrière-goût amer qui persiste à ce jour. Ainsi, en Espagne ou bien en Italie, on n'a toujours pas oublié ces spoliations, les Italiens dénonçant encore i furti napoleonici, en l'occurrence les pillages napoléoniens. Cependant, il faut rendre à Napoléon ce qui est à Napoléon. Ce dernier avait une réelle volonté de faire venir les trésors du monde à Paris, et plus particulièrement au Louvre. En ce sens, on peut affirmer que c'est bel et bien l'empereur qui a réellement fondé le musée du Louvre tel qu'on l'entend aujourd'hui par la richesse et la variété des collections présentées. À l'époque, il s'agissait d'une démarche d'enrichissement des collections et de vocation d'encyclopédie qui s'est tout bonnement poursuivie. Ainsi, l'assemblage que l'on doit à Napoléon des premières collections du Louvre et leur restitution ultérieure ont suscité par la suite l'ouverture de nombreux autres musées publics en Europe, dont les nouvelles sections des musées du Vatican à Rome ou bien le fameux musée du Prado à Madrid. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.